Vendredi 15 octobre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait l'auteur David Diop pour la publication de son troisième roman, La porte du voyage sans retour, aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour accueillir David Diop qui va évoquer ce soir son magnifique nouveau roman publié aux éditions du Seuil, La porte du voyage sans retour. David Diop, alors vous êtes né à Paris, vous avez grandi au Sénégal, vous êtes maître de conférences à l'université de Pau. Oui, allez-y, si vous voulez intervenir. Non, c'est en littérature du XVIIIe siècle. En littérature du XVIIIe siècle, voilà. Vous signez donc avec ce nouveau roman, donc La porte du voyage sans retour. C'est votre troisième roman. Après, donc il y a eu le premier, c'était, je vais noter, c'est 1889, L'attraction universelle à l'Harmattan en 2012. Et il y avait surtout eu Frères d'âme ensuite, qui avait eu le prix Goncourt des lycéens, le prix Kourouma. Parfois on ne le cite pas, mais il faut vraiment pas l'oublier, c'est important. Et également, vous avez eu pour ce livre, donc l'International Booker Prize en 2021, donc, et donc ce livre a été traduit, je crois, dans plus d'une trentaine de pays, c'est bien cela ? Oui. La dernière en date, et j'aurais jamais cru une chose pareille, c'est une traduction en tamoul. En tamoul ? Oui. C'est bien. Tout arrive. Oui. Et là, donc, avec La porte du voyage sans retour, donc, on va faire connaissance avec un homme que je ne connaissais absolument pas. Je suis sûrement pas le seul, en tout cas, j'espère, parce que sinon, mon ignorance serait assez importante. Mais on part sur les traces donc, du fameux Michel Adanson, donc né en 1726 et mort en 1806, qui est un naturaliste du XVIIIe siècle. Et on va aussi faire connaissance avec sa fille Aglaé, qui fut elle-même botaniste aussi, c'est bien ça ? Oui. Alors, première question qui tombe sous le sens, avant qu'on entre dans le vif du sujet, David Diop. Comment et quelle a été vraiment l'impulsion ? Est-ce que vous connaissiez déjà très bien ce Michel Adanson, qui est moins connu quand même du grand public que, je sais pas, Jussieu, Linné, ce genre de scientifiques ? Voilà, peut-être pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et ensuite, on va découvrir ses carnets secrets, puisqu'en fait, une grande partie du livre est occupée par ces carnets secrets que sa fille va découvrir à sa mort. Et c'est c'est à la fois un roman picaresque, c'est un roman d'aventure, c'est un roman sur la culture aussi sénégalaise. On apprend énormément de choses, je trouve, sur la royauté, aussi le fonctionnement des gouvernements, sur les mythes occidentaux. Enfin, il y a ce mélange, il y a un peu ce tissage, j'ai envie de dire, de tout ça à la fois, avec, surplombant tout cela, ou irriguant le livre, le mythe d'Orphée et Eurydice. Voilà, j'ai essayé d'un petit peu de... Je suis un peu long peut-être, mais je vous passe la parole, David Diop. Alors, je réponds à votre question. Michel Adanson, je l'ai rencontré en lisant son Voyage au Sénégal, qui a été publié en 1767, et je l'ai rencontré parce que j'ai choisi au bout d'un moment à l'université, dans mes travaux de recherche, de travailler sur les récits de voyage. Et donc je suis tombé sur ce récit de voyage au Sénégal. Et comme j'ai vécu au Sénégal, que j'ai été élevé au Sénégal, j'ai été tout de suite fasciné par ce texte qui renvoyait à des réalités que j'avais rencontrées, une alimentation, une faune, une flore, mais 3 siècles avant. Et donc, je me suis dit, alors, je vais lire ce Michel Adanson, et j'ai été passionné parce que le récit de voyage, c'est entre un récit scientifique et un récit d'aventure, où le personnage, finalement, se pose en héros. Et là, ce qui est très fascinant chez lui, c'est qu'en 1749, il n'a que 23 ans. Il est envoyé par l'Académie royale des sciences de Paris, parce qu'on envoie les jeunes gens découvrir le monde, et puis finalement se faire une place au soleil académique, en ayant chacun une spécialité. Et lui a choisi l'Afrique de l'Ouest, et pour vraiment pouvoir plus tard entrer à l'Académie royale des sciences de Paris. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a 23 ans, et comme tous les voyageurs, il voyage avec sa bibliothèque, donc avec ses préjugés, et il fait l'épreuve de l'altérité, et il donne des indices dans son texte d'une grande ouverture d'esprit par rapport à ses contemporains.
Et la première, c'est qu'il apprend la langue wolof. Bon, alors d'autres voyageurs ont appris les langues des peuples qu'il rencontrait, mais lui, il le fait parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens au Sénégal qui ont un savoir en botanique. Et comme lui, sa spécialité, c'est la botanique, et que les traducteurs habituels sont des traducteurs qui ne sont au service que de commerçants, pour ne pas dire de négriers, eh bien, il décide d'apprendre le Wolof pour parler directement avec ces personnes qui savent. Alors tout ça, moi, ça m'a fasciné. Mon sang d'écrivain n'a fait qu'un tour. Et j'ai eu envie d'écrire un roman autour de ce personnage qui est considéré par les abolitionnistes à la fin du siècle, les abolitionnistes contre la traite des nègres, comme un des premiers négrophiles, comme on disait à l'époque. Et donc, j'ai lu son livre et je me suis dit, je vais faire des recherches sur lui, et j'ai travaillé essentiellement sur son récit de voyage imprimé qu'il a publié en 1757, 3-4 ans après son voyage au Sénégal. Et j'avais des indices d'une sorte d'originalité de son regard sur l'Afrique. Et j'ai écrit cet article, et il y a 3-4 ans, il y a un doctorant sénégalais qui faisait sa thèse en Suisse, à l'université de Bâle, qui s'appelle Ousmane Seydi, qui est venu me voir, qui m'a dit « Votre article est très bien, mais il manque beaucoup de choses. » Donc, bon, quand on est universitaire, il ne faut pas être susceptible, pour progresser, et puis pour échanger, et puis pour progresser dans la recherche. Mais je demandais à voir, et en effet, j'ai vu. Parce qu'il était allé, lui, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et il avait trouvé les brouillons de Michel Adanson, et un dictionnaire français-wolof, et un recueil en fait de contes et de légendes écrites en wolof et traduites à côté. Et il maîtrisait si bien le wolof qu'il a traduit un poète italien qui s'appelle Métastase en wolof. Il faisait pas simplement de la version, mais du thème. Donc tout ça, ça m'a vraiment fasciné, et donc à partir de là, j'ai inventé un récit de voyage fictif. Un récit de voyage, fictif, là, pour le coup, oui. Oui, un récit de voyage caché. Alors pourquoi ce récit de voyage caché, justement? Alors on se pose la question, alors c'est très réussi, parce que justement, sa fille Aglaé va finir par le trouver, mais il laisse pas vraiment d'indice, parce qu'en fait, alors il n'y a pas du tout de suspense, puisque le livre carrément s'ouvre presque à sa mort, en fait. Donc on peut, mais si je peux me permettre peut-être plutôt que de parler longuement, de lire un passage, justement, le tout début, on est page 12, donc là on est vraiment au début du roman. Le vieil homme pensait, il ne craignait pas sa mort, il déplorait qu'elle soit inutile à la science. Dans un dernier élan de fidélité, son corps, qui battait en retraite devant la grande ennemie, lui offrait un décompte presque imperceptible de ses renoncements successifs. Méthodique jusque dans son trépas, Michel Adanson regrettait d'être impuissant à décrire dans ses cahiers les défaites de son ultime bataille. S'il avait eu le moyen de parler, Aglaé aurait pu être sa secrétaire d'agonie. Il était trop tard pour se raconter mourir. Pourvu qu'Aglaé découvre ses cahiers, pourquoi ne les lui avait-il pas légués dans son testament? Il n'aurait pas dû craindre le jugement de sa fille autant que celui de Dieu. Quand on passe la porte de l'autre monde, la pudeur ne la franchit pas. Un jour, de lucidité tardive, il avait compris que ses recherches en botanique, ses herbiers, ses collections de coquillages, ses dessins disparaîtraient dans son sillage de la surface de la terre. Au cours de l'éternel ressac des générations d'êtres humains qui se suivent et se ressemblent, viendrait un homme, ou pourquoi pas une femme, botaniste impitoyable, qui l'ensevelirait sous les sables d'une science ancienne, révolue. L'essentiel était donc de figurer dans la mémoire d'Aglaé tel qu'en lui-même, et non pas aussi immatériel qu'un fantôme de savant. Cette révélation l'avait frappé le 26 janvier 1806. Très exactement 6 mois, 7 jours et 9 heures avant le début de sa mort. Voilà, il y a cette idée de manuscrit, de cahier caché. Comment vous est-elle venue? Et voilà, peut-être des questions là-dessus. C'est très réussi justement dans le livre. Et voilà. Dans la littérature du XVIIIe siècle, que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'histoires comme ça, où on a un manuscrit qu'on découvre. Bon, le manuscrit est trouvé à Saragosse, de Potocki. Et donc, j'aime beaucoup l'idée, au moment où j'écris le roman, de
faire que la fille de Michel Adanson, qui était une botaniste, découvre son père à travers un manuscrit qu'il aurait caché, mais qu'il aurait caché imparfaitement, pour qu'elle le découvre en fait. Pour moi, c'était la métaphore en fait de tous ces témoignages, de toute cette histoire qui est un peu enfermée dans des tiroirs et qui s'empoussière, et que, eh bien, pour mériter de la lire, il faut que nous voulions la lire, cette histoire. Et donc, pour moi, c'était métaphorique. Il fallait que Aglaé Adanson mérite de lire le texte que lui lègue son père, parce que la transmission ne peut pas se faire dans un sens uniquement pour moi, mais il faut que celui à qui on transmet veuille recueillir cette transmission. Le livre est dédié à votre épouse, à vos enfants et aussi à vos parents. C'est important parce que c'est vraiment une histoire. Oui, c'est une histoire familiale aussi. Enfin, je suis en train d'y penser au moment où je vous parle. Enfin, j'y avais pensé un petit peu avant, David Diop, mais parce que c'est vrai que c'est aussi toute une réflexion très intéressante et très contemporaine, enfin très, j'ai envie de dire, atemporelle, intemporelle et universelle, sur un homme qui finalement se rencontre, au soir de sa vie, un peu à la fin, que finalement il a négligé, j'ai envie de dire, sa fille, il a négligé son épouse, enfin il a négligé sa vie familiale au profit d'une sorte de... Il s'est un peu étourdi dans le travail parce qu'il avait une passion pour ce qu'il faisait et finalement, voilà, c'est juste... Oui, il avait ce rêve encyclopédique qu'ont eu beaucoup de philosophes ou de scientifiques au XVIIIe siècle qui prétendaient nommer toute la superficie du monde, la classifier. C'était une sorte de rêve de clôture du monde, de clôture de la connaissance sur le monde. C'est un rêve prométhéen, on s'y brûle les ailes. Ça, c'est Icare. Bon, bref, c'est très marquant pour moi de m'imaginer qu'il y a des hommes et des femmes qui dédient toute leur vie à une collecte, à la collecte d'un savoir, et que ce savoir, en fait, dans le fond, eh bien, il disparaît avec eux. Et Michel Adanson, c'est une branche coupée de la botanique, parce qu'il a essayé d'inventer un système, une méthode de classification des êtres vivants, mais c'était une méthode folle, parce qu'il était obligé de répertorier ce qu'il appelait moi je dirais que c'était les particularités de certaines parties de plantes, et il a essayé de trouver une classification à partir de cela. Mais ça supposait une collecte extraordinaire de détails. Et donc, lui était persuadé que sa méthode allait bouleverser l'histoire des sciences. Et comme il le dit lui-même, il le reconnaît, c'est le petit Suédois, c'est comme ça qu'il appelle Linné, parce qu'il y a une concurrence, évidemment, entre ces savants, qui a gagné la partie. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé de faire publier, de trouver même auprès de Napoléon Ier, des subsides pour pouvoir faire imprimer ce travail immense. Mais c'est un travail qu'il a dévoré. Alors, on a des témoignages qui expliquent que sa fille, Aglaé, allait le voir, sa fille qu'il aimait, et elle se retrouvait à côté de lui, il restait comme ça pendant des heures à travailler. Et il lui suffisait, disait-elle, de la regarder pour lui dire qu'il l'aimait, mais il n'avait le temps de rien. Il était préoccupé par cette folie. C'est la raison pour laquelle peut-être il ne jette rien. Et un autre passage, finalement, elle se demande quand il va décéder, qu'il lui transmet un peu, il garde tout. Enfin, c'est peut-être aussi, ça rejoint ce que vous venez de dire, remarquez, David Diop, puisque justement, il a ce rêve un peu de tout connaître. De tout. Michel Adanson ne jetait rien. D'un pot de terre cuite, ébréché, conservé depuis très longtemps, il tirait un beau jour des petits tessons réguliers dont il se servait pour drainer le sol au pied d'un jeune plant d'arbre, quand il ne les pilait pas ensuite pour l'enrichir aussi de poussière de minéraux. Ce n'étaient pas seulement les outils de jardinage qu'il traitait avec économie, c'était aussi les livres. Il disait souvent que sur 100 livres de botanique, il n'y en avait pas 10 qui valaient la peine d'être lus. Et encore, ajoutait-il, si on excluait toutes les pages dues aux concessions académiques de leurs auteurs, à leur vanité mal dissimulée par de la fausse modestie, il n'en resterait pas plus de 5 utiles. Pour lui, les encyclopédies et les dictionnaires étaient les livres les plus profitables, car leurs auteurs, contraints par la brièveté de leurs articles, n'avaient pas le temps d'y jouer les courtisans. Aglaé se doutait bien que son père
prêchait pour sa propre encyclopédie, dont les ébauches titanesques resteraient à tout jamais à l'état de brouillon. Mais les faiblesses de renommée qu'il partageait avec ses collègues ne l'entraînaient pas, selon elle qui avait fini par le diviniser, à se soumettre comme eux à une ambition microscopique. Celle de Michel Adanson avait le mérite d'être grandiose. Aglaé n'aurait pas cru comprendre si vite, en vidant la berline de dizaines d'objets et de petits meubles dépareillés, combien l'utilité était une affaire très subjective. L'héritière d'une longue vue de marine à la lentille cassée ne savait s'expliquer pourquoi son père avait jugé indispensable de la lui léguer. Elle passait en revue tous les tiroirs de sa mémoire, où pouvait se trouver le modèle de son usage. Lui avait-il donné toute une série d'objets hétéroclites uniquement pour qu'elle tente d'en percer les mystères ? Peut-être avait-il trouvé cette façon détournée pour se glisser quelquefois dans son esprit. À quoi pouvait bien servir ce compas au métal vert de gris, ce couteau émoussé, cette lampe à huile rouillée ? Que penser du petit collier de perles en verre blanche et bleu ou du bout de tissu, fragment d'indienne décoré de crabes violets et de poissons jaunes, qu'elle avait déniché dans le tiroir d'un petit meuble bas ? Elle avait également découvert, dans ce même meuble, un louis d'or, et elle ne comprenait pas comment son père, si économe, avait pu l'abandonner là. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà des... Mais pour dire qu'il y a de très belles pages, justement. C'est un livre aussi sur l'amour entre son père et sa fille, parce qu'on sent une grande tendresse. Enfin, on sent entre eux vraiment une... Et elle va le découvrir grâce à ses carnets, mais je pense que c'est quelque chose que vous vouliez, j'imagine, mettre en avant, David Diop. Oui, la transmission. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est très important. C'est un thème du livre, cette transmission. Ce don qu'on fait à ses enfants, ou les dons qu'on reçoit d'eux, sont primordiaux. Et c'est une idée qui revient dans la partie où il raconte son aventure au Sénégal. Là aussi, il est question d'une transmission entre Maram et celle qui l'initie. Donc, pour moi, c'est une thématique importante dans ce roman. Ce qu'on a bien vu aussi, c'est qu'on voit, il y a un thème très important du livre aussi, qui est celui finalement jusqu'où il faut aller pour, là c'est un peu ce qu'il dit, hein, il critique un peu ses collègues, le côté l'ambition, la courtisanerie, voilà, il y a toute cette réflexion aussi sur voilà, comment garder sa cohérence, sa pensée sans la trahir finalement. C'est un peu ça quand même aussi, son approche. Oui, alors il y a une petite pique à l'encontre du monde académique, qui est comme il est, hein, concurrentiel, avec toute une série de rites. Et Michel Adanson, alors là je parle du véritable Michel Adanson, hein, avait la réputation d'être extrêmement misanthrope et bourru. Et il ne faisait pas de concessions. Et sa fille le dit d'ailleurs. Elle l'admire de ce point de vue-là. Hein, parce que Michel Adanson a eu affaire à Antoine de Jussieu, hein, et au frère Jussieu, et il visait une place académique et il ne l'a pas eu parce que le fils d'un des frères Jussieu était le fils d'un des frères Jussieu et lui a pris la place. Donc ça, évidemment, il ne l'a pas supporté parce qu'il était beaucoup plus savant que ce jeune homme qui a eu cette place-là et qui ne la méritait pas. Donc ça c'est quand même des traits de caractère du personnage, de la personne réelle que j'ai exploité pour créer et construire un personnage fictif. Alors on va venir peut-être à son voyage au Sénégal, parce qu'on est plutôt dans la première partie du livre, jusqu'à maintenant. Il part au Sénégal. Donc, quel est vraiment son dessin ? Vous l'avez un peu dit d'entrée de jeu, David Diop, mais il écrit à un moment donné, enfin, il dit « J'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans. Comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique, je voulais me faire un nom dans la science botanique. Mais pour une raison que je ne soupçonnais pas malgré son évidence, il ne s'est pas passé ce que j'avais prévu. J'ai fait ce voyage au Sénégal pour découvrir des plantes, et j'y ai rencontré des hommes. » Donc il part avec l'idée de faire une sorte de répertorier les plantes, de faire une sorte de... Alors l'histoire naturelle, c'est vraiment une science qui consiste à décrire les plantes, à les dessiner, et les animaux, mais également l'histoire naturelle, elle décrit aussi les sociétés. Et Michel Adanson avait un grand plan qui était d'écrire l'histoire naturelle du Sénégal, et il avait prévu de décrire, alors
à côté de son récit de voyage, qui était une sorte de grande introduction, il y a un petit chapitre sur les coquillages. Mais ensuite, il voulait décrire les plantes, la faune et les sociétés. Et justement, au Muséum d'histoire naturelle, il y a tous ces matériaux qui sont conservés. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était montrer un jeune savant qui, finalement, s'intéressait aussi aux sociétés dans lesquelles il se retrouvait. Alors, on a parlé tout à l'heure de son apprentissage de la langue wolof, et c'est très important de remarquer que dans sa démarche aussi, il fait l'épreuve de son corps. On sait, par exemple, qu'il a goûté à du couscous de requin, qu'il n'a pas apprécié, et qu'il a fini par avouer qu'il l'aimait d'une certaine manière. Il goûte aussi à un mollusque qui existe toujours et qui sert de condiment dans des sauces au Sénégal, et ce mollusque s'appelle le yet, et il le dit lui-même dans son texte. Il cite dans son récit de voyage, et il dit, et alors ça m'avait beaucoup surpris, qu'il le trouve extrêmement insipide. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'à cette époque, en France, on mangeait de la viande un peu faisandée. Et donc, objectivement, ça pouvait expliquer que lui trouve ce que moi, je n'arrive même pas à manger, absolument insipide. Oui, alors il y a vraiment tout assez rapidement, enfin si j'en crois ces cahiers du roman, très vite une ouverture à l'autre, à l'altérité, vous l'avez très bien dit au début, et puis à chaque fois de dire finalement, le Sénégal a une autre culture que la nôtre, mais elle ne vaut peut-être pas moins que la nôtre, quoi. Il y a quand même tout de suite une modernité, enfin quelque chose de frappant qui revient dans le texte à chaque fois. Et même on le voit évoluer aussi, on le voit se questionner, s'ouvrir de plus en plus. Ça, c'est quelque chose. Oui, alors en fait, mon idée, c'était de suggérer que cette entrée dans une altérité, dans une société si différente, et c'est toujours le cas, elle ne peut se faire que par la langue. À partir du moment où vous rentrez dans une langue, et que vous arrivez à la comprendre, vous découvrez l'horizon culturel qui accompagne cette langue. Et Michel Adanson n'était pas aussi progressiste que ce que je décris, que ce que je dis dans le livre, mais il y a des indices vraiment très marqués dans ces textes de cette ouverture d'esprit. Et moi, je suis vraiment intéressé par tous ces jeunes gens. Alors, il n'y a pas de progrès en la matière. Ces jeunes gens, on les retrouve aujourd'hui à 23 ou 24 ans. Moi, ça, ils m'attendrissent, ils me touchent quand je les vois sac au dos, jeunes filles ou jeunes gens qui vont découvrir le monde. Mais pour moi, c'est un peu comme ça que je vois Michel Adanson à cet âge-là, qui a des a priori, mais qui, à force de rencontrer l'autre, les dépasse. Oui, puis d'accepter des choses parce qu'évidemment le livre est irrigué de la magie. Il y a beaucoup de choses un peu avec notre rationalité cartésienne qu'on a peut-être du mal à percevoir, notamment l'esprit protecteur qu'on peut avoir à travers un animal. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans le texte. Mais même si ça l'interroge, on sent bien qu'il se pose beaucoup de questions et qu'il est prêt à se dire finalement. Après, à mesure qu'on avance aussi dans le roman, à la fin, on se rend compte qu'il revient un petit peu sur certains de ses points de vue, mais il est toujours prêt en tout cas, à se questionner et à s'ouvrir. Oui, j'ai voulu aussi finalement confronter deux représentations du rapport entre l'homme et la nature. Et donc en Occident, évidemment, Descartes a suggéré que l'homme devait se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est un projet, en fait. Et évidemment, dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup d'autres parties du monde, on essaie plutôt que de percer les mystères de la nature, on essaie plutôt de se la concilier, en fait, par des voies qui apparaissent comme étant surnaturelles, mais qui peuvent être absolument considérées comme naturelles. Donc, Michel Adanson, c'est le philosophe des Lumières, c'est le cartésien, c'est finalement le représentant de la pensée rationnelle occidentale. Et Marat, dont il tombe amoureux, c'est une femme qui a une autre façon de regarder la nature et d'essayer de se concilier ses forces.
Alors Maram, elle est apparue quand dans l'écriture de votre roman? Vous en aviez l'idée très tôt ou parce que c'est vraiment un amour, c'est une sorte de passion, enfin bon, qui va le. Alors qu'en fait, il a assez peu d'expérience. Hein, il le dit à un moment. Il est jeune quand il part aussi. Oui, Voilà, oui. bon. Oui. Alors l'amour ne s'explique pas, mais ce que je voulais, c'est que ce philosophe qui est peut-être le représentant de cette pensée des Lumières qui est extrêmement humaniste. Et qui est humaniste au moment, étrangement, où on en est à un pic de la traite des esclaves. Oui, donc je voulais que ce jeune homme-là fasse l'épreuve d'une souffrance profonde liée au fait que la personne dont il tombe amoureux court le risque de devenir esclave. Et donc voilà, c'est un principe de réalité, c'est-à-dire que c'est un homme de principe abstrait qui fait l'épreuve de la réalité. Et donc voilà, c'était une histoire d'amour qui, pour moi, était importante de ce point de vue-là. Oui, puis avec aussi, là aussi, la rencontre de deux cultures totalement opposées. Et même il s'interroge beaucoup, parce que du coup, il se dit comment voilà, ça pourrait être si nous étions mariés, enfin, si nous vivions ensemble. C'est très moderne, ça, c'est des questions, enfin, des questions qui sont intemporelles et universelles, mais est-ce que ça fonctionnerait, quoi? Est-ce qu'on est très différents l'un de l'autre? Voilà. Oui, alors, au XVIIIe siècle, en 1750, quand un homme blanc voulait une femme, il l'achetait, une femme noire. Et donc, il y avait des rapports extrêmement durs et violents. Je fais état de ce gouverneur de la ville de Saint-Louis, dans le Mississippi, hein, monsieur de Vandreuil, qui a été gouverneur de la Louisiane, et qui est réputé avoir eu des maîtresses comme ça. Alors que Michel Adanson, lui, il veut faire sa cour à Maram, et il dit à un moment donné qu'il n'aura pas le temps, et qu'il pressent qu'il n'aura pas le temps. Voilà, c'est une sorte de représentation de l'amour qui est finalement extrêmement en discordance avec l'endroit où il essaie de le mettre en œuvre. Est-ce on peut voir votre roman, enfin, en tout cas, je l'ai lu un peu comme ça, un peu comme un roman d'initiation, non? Enfin, de tradition, vraiment de formation, un petit peu quelque chose, parce que ça le bouge, ça le transforme quand même, ce voyage au Sénégal. Oui, alors, mais il l'oblitère, c'est-à-dire que il enterre cet épisode qui est extrêmement douloureux, et cet épisode ressurgit à la fin de sa vie. Donc voilà, c'est aussi par rapport à ce qu'il raconte à sa fille, une transmission, une sorte de... C'est le seul héritage qui lui semble important de donner à sa fille, c'est-à-dire raconter cet amour impossible. Et elle en fera ce qu'elle voudra. D'apparaître aussi aux yeux de sa fille comme de se livrer, de se mettre carrément à nu. Mettre à nu, ce qui n'est pas simple. Une grande authenticité, une sorte de forme de transparence. Interrogation aussi sur l'écriture, sur la littérature, hein, sur la différence entre la réalité et la fiction, puisque il y a un moment, il écrit « Il est vrai aussi que Maram ne m'a pas précisément raconté son histoire comme je te la donne à lire. » Donc il y a quand même toujours une... Mais plus j'écris, plus je deviens écrivain. S'il m'arrive d'imaginer ce qui lui est arrivé quand j'ai oublié ce qu'elle m'a dit précisément, ce n'est pas pour autant un mensonge, car il me semble juste de penser désormais que seule la fiction, le roman d'une vie, pour donner un véritable aperçu de sa réalité profonde, de sa complexité, éclairant ses opacités, en grande partie indiscernables par la personne même qui l'a vécu. Donc voilà, dire que la fiction peut-être peut nous permettre d'atteindre finalement... Voilà, on entend peut-être la voix de David Diop. Oui, bon, je me suis trahi là. C'est-à-dire qu'il y a une grande prétention aussi à s'imaginer qu'on peut raconter une vie et en même temps, en la racontant, lui donner un sens. C'est le pouvoir de la littérature de donner des sens et un sens à une vie. Bon...
C'est tout ce que j'ai à dire. Et sinon, oui, je veux dire, par rapport à ce travail, donc, alors il y a des thématiques intéressantes, on apprend énormément de choses. J'ai dit aussi, il y a tout la question de la guérison, puisque en fait, Maram est initiée elle-même, elle devient guérisseuse par une sorte de personne plus âgée qu'elle, qui s'appelle Mahanta, je crois me souvenir. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez aussi aborder dans ce roman, parce que ça occupe une place importante. Oui. Je voulais que Maram, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, montre comment elle a pu acquérir sa science de la guérison par l'observation de la nature. Mais c'est une observation qu'elle partage avec Michel Adanson. Les buts sont différents, mais si vous voulez, la méthode est la même. Je raconte un épisode où elle observe des singes qui mangent une espèce de plante et elle en conclut que c'est une plante vermifuge. Et ça, Michel Adanson raconte cette histoire. Et en tant que botaniste et en tant que savant, eh bien, il est préoccupé par ces questions-là. Parce que ce que j'ai voulu aussi dire, c'est que Michel Adanson avait un regard de botaniste, de savant sur cette histoire et sur Maram aussi. Donc, ce qui les relie, c'est cette passion pour la nature, pour les plantes, pour leur pouvoir, pour leur capacité à soigner. Et je voulus aussi, et ça rejoint la question de la transmission, montrer que cette transmission-là, ce savoir local existait. Et qu'il y avait une pharmacopée. Et qu'il y avait des savants au XVIIIe siècle qui l'avaient bien compris, dont Michel Adanson. Et d'ailleurs, beaucoup de botanistes étaient envoyés dans le monde pour aller chercher des médications par une observation. Les frères Jussieu le demandaient, une observation des pratiques médicinales des sociétés dites arriérées qui pouvaient être bénéfiques et appliquées en France. Le grand souci, c'était la petite vérole et parfois même la grande vérole. Et on cherchait des médicaments pour le roi même. Hein, le jardin du roi, c'est ça aussi. Hein, c'est trouver des façons de soigner la famille royale en observant ce qui se faisait ailleurs. Donc vraiment, le choix d'une Maram guérisseuse, c'est dans l'optique aussi de la rendre encore plus séduisante pour Michel Adanson, qui était botaniste et savant. Et j'avais une question que j'ai perdue en cours de route. Oui, alors je trouvais aussi que ce roman, finalement, prend une coloration très actuelle, parce que ce rapport justement à la nature, voilà, la biodiversité, la prise en compte un peu de tout ce qui nous environne. Il y a quand même, ça prend une résonance, même voilà, sans s'en tirer. On ne fait pas beaucoup d'efforts pour y voir. Ça, c'est assez frappant, David Diop. Oui, c'est une thématique qui est finalement, qui n'est pas neuve au XVIIIe siècle. On avait déjà constaté que la faune, la flore avait changé à cause de l'intervention et de l'exploitation de la nature par les hommes et par l'Europe. On sait très bien, par exemple, qu'entre Gorée et l'île de Saint-Louis, hein, au Sénégal, il y avait des grandes forêts d'ébéniers. Elles ont disparu. Au moment où Michel Adanson arrive, elles ont quasiment disparu. Elles sont où, ces forêts? Eh bien, elles sont dans les retables de nos églises en Europe, dans les orgues, les buffets d'orgue, les clavecins, les touches, etc. Vous voyez? Donc, il y a déjà une conscience chez les savants que le monde change et que la nature est en train de souffrir de ces changements et de cette exploitation. Puis il y a une démarche aussi de conservation, c'est-à-dire que, évidemment, les jardins du roi et tout cela, c'était un moyen déjà de se dire qu'il fallait conserver les plantes. Et même, on peut dire que comme l'histoire naturelle s'applique aussi aux sociétés rencontrées, même si les Européens avaient conscience que ces sociétés, à leur contact, pouvaient disparaître, eh bien, à cause de cela, ils en faisaient l'histoire, ou essayaient d'en faire l'histoire, parce qu'ils se disaient, elles vont disparaître. Et donc, ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un balancier, un mouvement de balancier entre destruction et volonté de conserver.
Alors justement, oui, alors il y a le titre, La porte du voyage sans retour. Est-ce que c'est un titre que vous avez trouvé rapidement, David Diop, ou est-ce qu'il est venu en cours d'écriture? Est-ce qu'il est venu peut-être uniquement vers je sais pas, la fin du livre? Parce que parfois, le titre, c'est pas toujours forcément facile d'en trouver un. Il y a ce thématique enfin, pour nous, on touche à l'esclavage, hein, puisque en fait, c'est l'île de Gorée, hein, je crois que c'est ça. Et puis on va évoquer bien sûr l'esclavage, qui est un élément important, très important dans le roman. Donc le titre, est-ce que vous avez besoin d'un titre pour commencer à écrire d'abord, David Diop, ou est-ce que Non, je n'ai pas besoin d'un titre, j'ai besoin d'une première page. C'est de là, en fait, que l'histoire commence par le récit de la mort de Michel Adanson, et ça, je l'ai depuis le début. Alors, le titre est arrivé un peu plus tard, et c'est un titre que je dois à un conservateur qui s'appelait Joseph Ndiaye, qui est mort, et que j'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'étais petit, quand j'allais visiter la maison des esclaves à Gorée. Et ce Joseph Ndiaye racontait d'une façon extrêmement impressionnante cette porte qui se découpe au rez-de-chaussée de la maison des esclaves, au bout d'un couloir assez sombre, et on voit la verte mer, la mer lumineuse qui se détache et qui se découpe dans cette porte. Et il disait, lui, que c'était pour beaucoup, ça avait été la porte d'un voyage sans retour. Et le titre m'a intéressé parce que on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé, mais le roman aussi est traversé par le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Au début, il y a eu en effet une citation d'entre Dieu. Voilà. Et cette porte du voyage sans retour, c'est ça aussi. C'est ce passage, et ce passage irrémédiable entre la vie et la mort. Et Michel Adanson, et ça c'est une donnée objective, Michel Adanson, on a retrouvé dans ses papiers, non, c'est pas dans ses papiers, c'est un biographe qui raconte que Michel Adanson pleurait à chaudes larmes en entendant une partie de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, qui est connu sous le titre de la danse des ombres heureuses. C'est le moment où Orphée descend aux enfers et retrouve Eurydice alors dans les Champs-Élysées. C'est très beau, il y a une flûte, et il paraît qu'il pleurait en entendant ce passage. Il a pleuré en entendant ce passage joué pendant la première de cet opéra au théâtre du Palais Royal le 12 août 1774. Et ce qui a été un moteur aussi de l'écriture du livre, c'est que je me suis dit, je ne saurais jamais pourquoi il pleurait. Tout simplement parce que c'était beau, mais peut-être que ça est lié à quelque chose qui le touchait particulièrement. Donc je vais inventer une histoire pour expliquer ces pleurs. On n'en dira bien sûr pas plus, puisque il faut que le public découvre le livre. Mais oui, mais il y a aussi ce rapport. Oui, donc la porte du voyage sans retour. Donc vous l'avez expliqué. Donc voilà l'importance de l'esclavage qui occupe à cette époque. Qui est vraiment, on est quoi? Est-ce qu'on est au maximum de? Oui, entre 1750 et la fin du XVIIIe siècle, c'est le pic. Ouais. Donc c'est une période extrêmement dure où beaucoup de gens partent en esclavage. Et en fait, vous montrez bien aussi parfois les rapports qui peuvent être aussi très de violence, aussi entre la population noire, aussi entre les rois, les luttes d'influence, oui. Le fait qu'il y a aussi des dominants et des dominés. Oui, alors c'est une période précoloniale, c'est-à-dire que là, la France n'a pas une maîtrise du territoire comme elle l'aura au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on trafique sur les côtes, mais il y a des royaumes au Sénégal qui sont en conflit d'ailleurs, et qui ne sont pas du tout maîtrisés par les Français. Donc les Français et les Européens, d'une manière générale, négocient avec les royaumes. Mais en même temps aussi fomente des guerres, parce qu'on est arrivé à un moment où c'est les armes à feu qui font la différence. Donc vous avez un roi qui se dit
moi j'ai besoin pour me défendre et me maintenir dans mon royaume d'armes à feu comme mon adversaire. Mais qu'est-ce qui est la monnaie d'échange contre les armes à feu? Ce sont les esclaves. Donc vous avez aussi des élites africaines qui ont participé à la traite des esclaves. Ça, c'est très connu par les historiens sénégalais, par exemple. À l'université de Dakar, il y a des travaux qui sont très clairs sur cette question. D'ailleurs, comment aurait-il pu être possible que pendant 4 siècles, l'esclavage et la traite aient été aussi intensifs s'il n'y avait pas eu une collaboration des élites? Donc ça, voilà, on est dans un contexte. Moi, je veux placer mes personnages dans un contexte qui me paraît le plus proche de la réalité. Et voilà. Donc, Michel Adanson aussi, ça, je fais référence au personnage réel, a pu écrire des notices en faveur de l'esclavage. C'est pas pour moi incohérent. C'est-à-dire que dans toute situation historique, on est des humains et il y a une complexité. Et pour moi, il était absolument indispensable de ne pas finalement schématiser, en fait, et d'avoir des personnages d'un bloc qui représentait un camp et un autre. Non, les choses sont plus compliquées. Oui, les passages ne sont pas noirs ou blancs, il y a des zones grises, un petit peu ce qu'on appelle. Alors, il y a un personnage moi, qui m'a beaucoup touché, qui est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut incarner dans le roman, qui est ce personnage qui l'accompagne une grande partie quand même de son périple au Sénégal, qui est ce jeune qui a 12 ans, je crois. Alors... un adolescent, Ndiak. Voilà, c'est Ndiak. On en parle parce que je trouve que pour vous, qu'est-ce qu'il incarne, ce Ndiak? Oui. Ndiak, quand Michel Adanson écrit son récit de voyage, publié en France, à Paris, il n'est aucunement question, il n'est jamais question de son traducteur, des gens qui l'informent, il ne dit pas de nom. Par contre, quand on va au Muséum d'histoire naturelle et qu'on regarde dans ces brouillons, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom de ce Ndiak. Et Michel Adanson dit que c'est un fils de dignitaire. On trouve un petit papier comme ça. C'est un fils de dignitaire qui m'a été donné comme passeport au Sénégal. Parce que justement, vu qu'il y avait des affrontements entre les royaumes, c'était dangereux. Donc lui est un passeport. Et donc à la fois c'est un fils de dignitaire. Moi j'en ai fait un fils de roi. Et c'est pour moi une sorte de guide, bien qu'il soit jeune, de mentor presque, pour Michel Adanson. C'est lui qui le fait connaître et découvrir. Mais je voulais qu'il soit aussi malicieux, qu'il soit porteur de cet esprit que j'aime beaucoup aussi au Sénégal, d'un peu de moquerie. Et donc, voilà, c'était pour moi un personnage important parce que c'était une sorte d'alter ego de Michel Adanson. Il est plus jeune que lui, mais il est jeune aussi. Et voilà, c'est un confident, c'est un adjuvant. Oui, il a un esprit, il est très vif, quoi. Il a beaucoup d'humour. Il est distant, une sorte de distanciation aussi avec la réalité. Enfin, il est plutôt. C'est vrai que vous l'avez beaucoup travaillé en ce sens, si je puis dire, David Diop. Peut-être, oui, il y a un passage justement. Il y a un moment où il lui dit. Après la montre que nous lui avons offerte, le plus grand cadeau que nous puissions faire au roi du Cayor est d'éviter de diriger nos pas vers Pirgouillère. Ça, c'est Ndiak. C'est un village rebelle où, quand ils en ont le temps, se réfugient tous ces sujets récalcitrants. Adanson, il ne faut jamais laisser la route qui te semble la plus praticable guider tes pas. Les pièges les plus réussis sont ceux dans lesquels on se jette soi-même de gaieté de cœur, tout juste parce qu'on s'est abandonné au confort du chemin qui y conduit. D'ailleurs, dans la brousse, les prédateurs. Enfin, il y a plein comme ça de sortes de. Puis après, voilà, il dit, sans que ça c'est Adanson, lassé d'avance par le chapelet de proverbes que Ndiak menaçait d'égrener, l'index droit en l'air, je l'interrompis pour lui demander où il voulait en venir. Enfin, bon, après, je vais m'arrêter là, mais il y a pas mal, on sent une sorte en même temps de tendresse l'un envers l'autre, de complicité, de. Enfin, oui, après de tendresse, de complicité, oui. Et puis en même temps d'affrontement, un peu comme Jacques le Fataliste et son maître. C'est un roman qui m'a inspiré de ce point de vue
avec tout ce qui peut arriver autour des chevaux, et puis ce cheminement, ce voyage. Et pour moi, c'était une sorte de couple maître-valet qui était intéressant à travailler. Vous avez cité Diderot, donc Jacques le Fataliste, c'est son maître, mais on pourrait y voir aussi Montesquieu, au passage, Voltaire. Enfin, on est quand même. Bon, ça, c'est du XVIIIe siècle, hein, ce sont les Lumières. Je pense que c'est pas. Oui, oui, oui. En fait, bon, j'ai fait un peu intervenir des auteurs que je connais et qui inspirent peut-être quelques images, notamment l'idée que le sucre est imprégné du sang des esclaves. Ça, c'est Montesquieu qui le dit hein, dans De l'Esprit des lois. Alors c'est un livre que vous avez écrit avec d'abord, on a bien compris quand même, des recherches documentaires, quand même un travail de fond historique, mais quand vous commencez à écrire donc La Porte du voyage sans retour, David Diop, vous écrivez d'un seul trait, si je puis dire, ou est-ce que c'est vous posez, vous repartez, voilà, ça va. Alors là, j'ai écrit après le confinement. J'ai commencé en juin 2020 et j'ai terminé en janvier 2021. Et oui, voilà. Donc je me suis accordé des plages de travail et des journées d'écriture. Alors que, voilà, pendant l'été essentiellement. Voilà. Et je suis la chronologie, en fait. Je ne rédige pas tel passage avant tel autre. Je le pense, je le note, mais je continue le chemin de l'écriture au fil de ce que le lecteur découvrira. Oui, c'est ce qu'il y a. C'est vrai que c'est un roman qu'on lit, enfin, il y a une capacité à maintenir une tension. C'est pour ça moi, on est un petit peu, bien sûr, bloqué, si je puis dire, pour parler. Volontairement, j'ai pas voulu trop parler des cahiers secrets, parce qu'il faut laisser découvrir au public, mais il y a un goût pour l'histoire, on sent chez vous, enfin, un plaisir de raconter, quoi. Oui, j'aime bien qu'on me raconte des histoires aussi. J'ai toujours aimé les contes. Et donc là, oui, c'est vrai que je me suis bien amusé à mener mon personnage, le placer dans des situations compliquées, oui. Et aussi l'importance de l'oralité, aussi, on n'en a pas parlé, mais là on est au Sénégal, et cette oralité, cette tradition du conte, de la transmission orale est éminemment importante. Oui, oui. Oui, alors là, ce qui est complexe, c'est que je m'invente un personnage qui raconte la vie, enfin qui rapporte les paroles de Maram, et c'est des paroles à l'oral et dites dans une autre langue. Ça me permet, j'ai essayé de réfléchir aussi sur cette question de la traduction. Parce que là, Michel Adanson, eh bien, lui, alors que cet épisode avec Maram est passé depuis très longtemps, le raconte à sa fille, mais le raconte en français. Et donc, ça a été pour moi l'occasion de réfléchir sur la traduction, sur comment finalement s'approprier la parole de l'autre en faisant un récit dans une autre langue. Oui, et puis on peut vous parler du fait qu'il apprend le Wolof. C'est très important dans le livre parce que il est tellement immergé, j'ai envie de dire, au Sénégal, enfin dans la culture et le fait qu'il apprenne la langue. Il en arrive même, ça c'est un phénomène qu'il faut souligner, à rêver dans la langue. Et après, quand il revient à Paris, malheureusement, le lieu n'est plus là pour... Oui, j'ai voulu suggérer qu'il y avait possibilité de tomber amoureux chez Michel Adanson, parce qu'il baignait dans cette langue. Et plus il oublie Maram, plus il oublie la langue, plus il oublie Maram. C'est-à-dire que la langue aussi, c'est le véhicule, enfin le véhicule de l'amour, puisqu'il tombe amoureux aussi, Michel Adanson, c'est son objectif, de la langue wolof. Et peu à peu, je fais dire au personnage que c'est comme une plante qu'on transplante en fait, hein, quand on quitte un endroit et qu'on ne parle plus une langue,
les rêves disparaissent dans cette langue, et puis l'amour aussi, le rêve de l'amour, ou en tout cas tout ce qui a fait qu'on a pu tomber amoureux d'une personne, en l'occurrence pour Michel Adanson, c'est lié à cette langue aussi. Oui, puis même vous parliez de traduction à l'instant, et je pensais qu'à un passage du livre où voilà, les différences entre les deux langues, entre le français et le wolof, la capacité de décrire, de dire une chose précisément. Enfin, on est dans des systèmes forcément de langues très différents les uns des autres. Souvent, on est incapable d'arriver à transmettre de manière précise ce qu'on veut dire. Oui, il y a des tours qui font que, eh bien, en wolof, on peut dire une chose très vite, avec quelques mots, et puis la traduction est beaucoup plus longue. Je ne sais pas si vous êtes amusé à traduire des plaisanteries ou des blagues d'une langue à l'autre. C'est quasiment impossible. Entre le français et le wolof, c'est très dur. Ça ne fait rire personne, sauf de bons amis, quoi. Ils sont indulgents avec vous. Très indulgents. Et il l'apprend rapidement, le wolof. Enfin, on sait combien de temps. Oui, alors bon. Capacité. Alors là, si on se réfère au personnage, non, à la personne de Michel Adanson, il dit qu'il n'appréciait pas du tout la société des commis de la compagnie, de la concession du Sénégal. Il les trouvait vulgaires. Il est vraiment. Donc il dit, moi, chaque soir, après ma journée de travail de naturaliste, je vais dans des cases et j'apprends le wolof. Et il dit qu'il l'a fait pendant quelques mois et qu'il a réussi à apprendre. Ce qui ne me surprend pas trop parce qu'il avait une mémoire phénoménale. Hein. Il avait, oui, non, mais c'est vrai qu'il était capable de mémoriser les caractéristiques de plantes, mais de milliers de plantes. Donc il a pu apprendre la langue très, très vite. Bon, après, il faut se dire aussi que beaucoup de voyageurs racontent qu'ils ont appris les langues très vite parce que les langues africaines étaient trop simples. Donc, ce n'est pas le cas de Michel Adanson, parce que Michel Adanson, et c'est ça qui m'a fasciné chez lui, eh bien, se sert des mots wolof pour dénommer des plantes. Alors que la mode, c'était au latin. Il dit, je trouve cette langue si belle, et puis pourquoi finalement ne pas utiliser des mots qui sont de la langue locale pour désigner des choses qui poussent localement. Et ça, c'est en 1750 quand même. Hein, oui. Donc ça, on le sait, on le lit dans les textes qu'il a écrits, et donc ça fait vraiment partie de la personne. Et moi, évidemment, j'exploite ça quand je fais de cette personne un personnage de roman. Peut-être bon, on va vous passer, sûrement même vous passer la parole, vous des questions, des remarques, des réflexions pour David Diop, donc pour son nouveau roman La Porte du voyage sans retour aux éditions du Seuil. Oui. Bonjour, merci. Est-ce que le wolof était écrit à l'époque? Est-ce qu'il y avait une graphie particulière? Oui, le wolof était écrit, mais avec des lettres arabes. Il y a des textes qui sont écrits, c'est du wolof, mais avec l'alphabet arabe. Oui. Comme chez les chrétiens, la Bible oui. permettait de transmettre les langues. Oui, parce que l'islamisation dans cette partie-là de l'Afrique est très ancienne. Donc il y a des textes qui sont mais bon, ils ne sont pas en grand nombre, mais ils existent. Et le botaniste, alors lui, avait sa graphie à lui, comment il faisait? Alors lui, il utilisait les caractères romains. Voilà, c'est-à-dire qu'il écrivait du wolof, mais avec l'alphabet romain, les caractères romains. Avec quelques petites astuces pour le re, il mettait KH, enfin bon, il trouvait des solutions, quoi. Mais il était quand même, c'est incroyable. Hein. Il a fait une chose qui est passionnante, c'est qu'il a ouvert un gris-gris. Vous savez, les gris-gris en cuir, et il a extrait ce qui contenait. Et ce qui contenait, c'était par exemple la première sourate du Coran. Et par un diacre, je pense d'ailleurs, il se les fait traduire. Donc c'était la première sourate, il a reconnu que c'était la première sourate, et voilà. Donc il était vraiment
passionnant, Michel Adanson, parce qu'il dit qu'il veut apprendre le Wolof pour se répandre, comme on disait au XVIIIe siècle, se répandre dans le Sénégal. Voilà. Est-ce qu'il était conscient de ce que représentait l'esclavage? Est-ce qu'il l'a dénoncé? Est-ce qu'il en a parlé à Paris? Non. Non. C'est-à-dire qu'il a même écrit une notice pour le gouverneur de Gorée sur les avantages de l'esclavage. Ah, C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que il a été considéré comme négrophile, comme quelqu'un de très ouvert, mais c'était un homme de son temps. Il avait ses préjugés et il avait une grande ouverture d'esprit, mais en même temps, il vivait dans un système. cependant, quand même, au Sénégal, il côtoyait l'élite, oui, l'élite locale, des changés pas là-dessus. Alors, mais les élites locales profitaient de l'esclavage. Donc, non, c'est un système, hein, c'est vraiment quelque chose. Alors, ce qu'il dit, Michel Adanson, c'est qu'il dit ceci, il dit que, et ça n'a pas dû être du tout apprécié par la Compagnie du Sénégal, parce que le principal profit de la Compagnie du Sénégal, c'est la concession royale. Hein. C'était vraiment le roi qui se servait de ces intermédiaires-là pour traiter de la gomme arabique, de l'or, des esclaves. Il dit peut-être que ça serait plus rentable de conserver, alors l'expression est très étrange, des esclaves volontaires au Sénégal. Comment peut-on être esclave et volontaire à la fois? Mais bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais il trouvait qu'il était plus rentable de cultiver le sucre sur la terre africaine plutôt que d'envoyer des esclaves aux Antilles. Or, le système fonctionnait, évidemment, forcément, les planteurs, ils n'apprécient pas du tout cette idée. Donc, il y a quand même quelque chose de très particulier chez Michel Adanson. Il a conscience de l'esclavage, mais lui, il ne le condamne pas simplement pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons économiques. Oui, oui. Alors, le problème, c'est... Oui, peut-être il sera diffusé, pas publié, dans une version de poche. Oui, oui, parce que voilà, c'est lié aussi aux possibilités d'achat, hein, au pouvoir d'achat, voilà. Vous ne savez pas quand exactement? Ah non, je ne sais pas. Non, pas encore, non. J'ai vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 18 ans et je suis venu commencer mes études supérieures en France, ici à Toulouse. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai un camarade de... Non, j'étais au lycée Saint-Cernin en Hippocagne. Ouais, et j'ai un camarade de classe qui est dans cette salle. Oui. Oui, mais on va rester discret. Hein. Après, non, oui. Ouais. C'est juste une petite question à côté et je ne demanderai qu'une réponse oui ou non. Parce que c'est sur le Frère d'âme que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. C'est très beau. Sur la fin, et je ne veux gâcher la fin surprise pour personne. Mais est-ce que c'est basé sur une croyance sénégalaise ou est-ce que vous l'avez inventé de toutes pièces? Simplement,
je veux pas gâcher la fin pour les gens, donc il faut surtout pas. Mais juste, Mais je crois qu'en anglais, c'est spoil. Oui, un spoiler. Je veux pas faire un spoiler, hein, mais juste, est-ce que c'est une croyance ou c'est... Alors, c'est un mélange, en fait. D'accord, ok. Alors, on croit... Il y a ce qu'on appelle les dévoreurs d'âmes, les dum Oui. en Wolof. Hein, ce sont des faut gens... pas spoiler. Hein, Non, mais ça Oui. apparaît assez vite D'accord. dans le roman. Donc, Oui. un personnage est accusé de ça. Et donc, il y a toute une série de croyances autour de cette capacité à dévorer l'âme de l'autre, à le tuer par les mots, par certains mots. Des mots peuvent tuer. Les mots peuvent soigner, mais ils peuvent tuer aussi. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs choses. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans alors ce naturaliste, quand il a écrit, vous disiez qu'il avait utilisé, il voulait donner des mots Wolof aux plantes. Est-ce que, par exemple, dans ses manuscrits, on a retrouvé des mots Wolof de plantes qu'il a décrites et qui sont encore utilisés en Wolof, par exemple? Oui, tout à fait. Il a voulu conserver ces noms. D'ailleurs, quand il est revenu et qu'il a fait sa présentation à l'Académie royale des sciences, ça lui a été reproché. On lui a dit, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête de... Et parfois même, il francisait des mots Wolof. Donc, vous voyez, c'était assez complexe aussi. C'est-à-dire qu'il trouvait la langue Wolof très belle, mais il a francisé certains noms de plantes en partant du mot en Wolof. Mais on trouve en effet des plantes. Linné, qui était son concurrent, enfin, lui considérait que Linné était un imposteur, Michel Adanson, a quand même, alors que Adanson était jeune et qu'il a envoyé du Sénégal en France pendant son séjour, pendant 4-5 ans, il est resté au Sénégal, mais il y avait une correspondance avec les frères Jussieu. Et il envoyait donc ce qu'il découvrait et ses descriptions. Et Linné a tenu à ce que le baobab ait pour nom scientifique Adansonia digitata. Voilà. Alors que Michel Adanson, lui, quand il décrit le baobab, il dit, eh bien, il faut l'appeler comme les gens du cru l'appellent, c'est-à-dire gouy. En wolof, gouy, c'est le baobab. Et Michel Adanson écrit gouy. Donc voilà, c'est assez étonnant, en effet, cette façon de faire. Baobab, ça vient d'où? C'est de quelle Alors, origine? c'est un mot malgache, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Oui. Alors, quel passage? Peut-être un passage de prédilection. Celui-là où il parle au Sénégal. Bon, d'accord. Où il explique. Ouais. D'accord. Par exemple. Non, ça me va. Alors, j'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans. Comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique, je voulais me faire un nom dans la science botanique. Ça, vous l'avez lu. Voilà. Alors, je continue. Nous sommes les fruits de notre éducation. Et comme tout ce qui m'avait décrit l'ordre du monde, j'ai cru de bonne foi que ce qu'il m'avait expliqué de la sauvagerie des nègres était vrai. Pourquoi aurais-je mis en doute la parole de maîtres que je respectais, héritiers eux-mêmes de maîtres qui leur avaient assuré que les nègres étaient incultes et cruels? La religion catholique, dont j'ai failli devenir un serviteur, enseigne que les nègres sont naturellement esclaves. Toutefois, si les nègres sont esclaves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords. Je suis donc parti au Sénégal à la recherche des plantes, des fleurs, des coquillages et des arbres qu'aucun autre savant européen n'avait décrits jusqu'alors, et j'y ai rencontré les souffrances.
Les habitants du Sénégal ne nous sont pas moins inconnus que la nature qui les environne. Pourtant, nous croyons les connaître assez pour prétendre qu'ils nous sont naturellement inférieurs. Est-ce parce qu'ils nous ont paru pauvres la première fois que nous les avons rencontrés, il y a bientôt 3 siècles de cela ? Est-ce parce qu'ils n'ont pas éprouvé la nécessité, comme nous, de construire des palais de pierre résistants aux flots des générations qui passent ? Pouvons-nous les juger inférieurs parce qu'ils n'ont pas construit des bateaux transatlantiques ? Il se peut que ces raisons expliquent que nous ne les estimions pas nos égaux, mais chacune d'entre elles est fausse. Nous ramenons toujours l'inconnu au connu. S'ils n'ont pas bâti des palais en pierre, c'est peut-être parce qu'ils ne les pensaient pas utiles. Avons-nous cherché à savoir s'ils ne disposaient pas d'autres moyens que les nôtres d'attester de la magnificence de leurs anciens rois ? Les palais, les châteaux, les cathédrales, dont nous nous glorifions en Europe, sont le tribut payé aux riches par des centaines de générations de pauvres gens dont personne ne s'est soucié de conserver les masures. Les monuments historiques des nègres du Sénégal se trouvent dans leurs récits, leurs bons mots, leurs contes, transmis d'une génération à l'autre par leurs historiens chanteurs, les griots. Les paroles des griots, qui peuvent être aussi ciselées que les plus belles pierres de nos palais, sont leurs monuments d'éternité monarchique. Bon, je suis fatigué là. Merci. Merci beaucoup David Diop. Donc la porte du voyage sans retour aux éditions du Seuil, donc un roman dont je vous recommande vivement la lecture. Merci d'être venu à Ombre Blanche ce soir et merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre. Le roman de David Diop, La porte du voyage sans retour, est paru aux éditions du Seuil. David Diop est également l'auteur de Frères d'âme, prix Goncourt des lycéens 2018 et prix de l'International Booker Prize 2021. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 15 octobre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.